L'épave de Maupassant, publiée dans Le Gaulois du 1er janvier 1886. C'était hier, 31 décembre. Je venais de déjeuner avec mon vieil ami Georges Garin. Le domestique lui apporta une lettre couverte de cachets et de timbres étrangers. Georges me dit « Tu permets ?»« Certainement. » Et il se mit à lire 8 pages d'une grande écriture anglaise croisée dans tous les sens. Il les lisait lentement, avec une attention sérieuse, avec cet intérêt qu'on met aux choses qui vous touchent le cœur. Puis il posa la lettre sur un coin de la cheminée et il dit « Tiens, voilà une drôle d'histoire que je ne t'ai jamais racontée, une histoire sentimentale pourtant et qui m'est arrivée. Oh, ce fut un singulier jour de l'an, cette année-là, il y a de cela 20 ans, puisque j'avais 30 ans et que j'en ai 50. J'étais alors inspecteur de la compagnie d'assurance maritime que je dirige aujourd'hui. Je me disposais à passer à Paris la fête du 1er janvier, puisqu'on est convenu de le faire de ce jour un jour de fête, quand je reçus une lettre du directeur me donnant l'ordre de partir immédiatement pour l'île de Ré, où venait de s'échouer un 3-mâts de Saint-Nazaire, assuré par nous. Il était alors 8 heures du matin. J'arrivais à la compagnie à 10 heures pour recevoir des instructions, et le soir même, je prenais l'express qui me déposait à La Rochelle le lendemain du 31 décembre. J'avais 2 heures avant de monter sur le bateau de Ré, le Jean Guiton. Je fis un tour en ville, et c'était vraiment une ville bizarre, et de grand caractère que La Rochelle, avec ses rues mêlées comme un labyrinthe, et dont les trottoirs courent sous des galeries sans fin, des galeries à arcades comme celle de la rue de Rivoli, mais basses. Ces galeries et ces arcades écrasées, mystérieuses, qui semblent construites et demeurées comme un décor de conspirateurs, le décor antique et saisissant des guerres d'autrefois, des guerres de religion, héroïques et sauvages. C'est la ville huguenote, grave, discrète, sans aucun de ces admirables monuments qui font Rouen si magnifique, mais remarquable, par toute sa physionomie sévère, un peu sournoise aussi, une cité de batailleurs obstinés, où doivent éclore les fanatismes, la ville où s'exalta la foi des calvinistes et où naquit le complot des 4 sergents. Quand j'eus erré quelque temps par ces rues singulières, je montai sur le petit bateau à vapeur, noir et ventru, qui devait me conduire à l'île de Ré. Il est parti en soufflant, d'un air de colère, passa entre 2 tours antiques qui gardent le port, traversa la rade, sortit de la digue construite par Richelieu, et dont on voit à fleur d'eau les pierres énormes, enfermant la ville comme un immense collier, puis il obliqua vers la droite. C'était un de ces jours tristes qui oppressent, écrasent la pensée, compriment le cœur, éteignent en nous toute force et toute énergie. Un jour gris, glacial, sali par une brume lourde, humide comme de la gelée, infect à respirer comme une buée d'égout. Sous ce plafond de brouillard bas et sinistre, la mer jaune, la mer peu profonde et sablonneuse de ces plages illimitées, restait sans une ride, sans un mouvement, sans vie. Une mer d'eau trouble, d'eau grasse, d'eau stagnante. Le Jean Guiton passait dessus en roulant un peu, par habitude, coupait cette masse opaque et lisse, puis laissait derrière lui quelques vagues, quelques clapots, quelques ondulations qui se calmeraient bientôt. Je me mis à causer avec le capitaine, un petit homme presque sans pattes, tout rond comme son bateau et balancé comme lui. Je voulais quelques détails sur le sinistre que j'allais constater. Un grand 3-mâts carré de Saint-Nazaire, le Marie-Joseph, avait échoué par une nuit d'ouragan sur les sables de l'île de Ré. La tempête avait jeté si loin ce bâtiment, écrivait l'armateur, qu'il avait été impossible de le renflouer et qu'on avait dû enlever au plus vite tout ce qui pouvait en être détaché. Il me fallait donc constater la situation de l'épave, apprécier quel devait être son état avant le naufrage, juger si tous les efforts avaient été tentés pour le remettre à flot. Je venais comme agent de la compagnie pour témoigner ensuite contradictoirement, si besoin était, dans le procès. Au-dessus de mon rapport, le directeur devait prendre des mesures qu'il jugeait nécessaires pour sauvegarder nos intérêts. Le capitaine du Jean Guiton connaissait parfaitement l'affaire, ayant été appelé à prendre part avec son navire aux tentatives de sauvetage. Il me raconta le sinistre, très simple d'ailleurs.
Le Marie-Joseph, poussé par un coup de vent furieux, avait perdu dans la nuit, naviguant au hasard sur une mer d'écume, une mer de soupe au lait, disait le capitaine. Était venu s'échouer sur ces immenses bancs de sable qui changent les côtes de cette région en Sahara illimité aux heures de marée basse. Tout en causant, je regardais autour de moi et devant moi. Entre l'océan et le ciel, pesant, restait un espace libre où l'œil voyait au loin. Nous suivons une terre. Je demandai. C'est l'île de Ré ? Oui, monsieur. Et tout à coup, le capitaine étendait la main droit devant nous et me montra en pleine mer une chose presque imperceptible. Et il me dit : Tenez, voilà votre navire. Le Marie-Joseph ? Mais oui. J'étais surpris, stupéfait. Ce point noir, à peu près invisible, que j'aurais pris pour un écueil, me paraissait placé à 3 kilomètres au moins des côtes. Je repris. Mais, capitaine, il doit y avoir 100 brasses d'eau à l'endroit que vous me désignez. Il se mit à rire. 100 brasses, mon ami. Pas 2 brasses, je vous dis. C'était un Bordelais. Il continua. Nous sommes marée haute, 9h40. Allez-vous-en par la plage, main dans vos poches, après le déjeuner de l'hôtel du Dauphin, et je vous promets qu'à 2h50 ou 3h au plus, vous toucherez l'épave. Pied sec, mon ami, et que vous aurez 1h45 à 2h pour rester dessus, pas plus. Par exemple, vous auriez pris. Plus la mer, elle va loin, et plus elle revient vite. C'est plat comme une punaise, cette côte. Remettez-vous en route à 4h50, et croyez-moi, et vous remonterez à 7h30 sur le Jean Guiton qui vous dépose ce soir même sur le quai de La Rochelle. Je remerciai le capitaine et j'allai m'asseoir à l'avant du vapeur pour regarder la petite ville de Saint-Martin dont nous approchions rapidement. Elle ressemblait à tous les ports en miniature qui servent de capitale à tous les maigres îles semées le long des continents. C'était un gros village de pêcheurs, un pied dans l'eau, un pied sur terre, vivant de poissons et de volailles, de légumes et de coquilles, de radis et de moules. L'île est fort basse, peu cultivée, et semble cependant très peuplée. Mais je ne pénétrai pas dans l'intérieur. Après avoir déjeuné, je franchis un petit promontoire, puis, comme la mer baissait rapidement, je m'en allai à travers les sables vers une sorte de roc noir que j'apercevais au-dessus de l'eau, là-bas, tout là-bas. J'allais vite sur cette plaine jaune, élastique comme la chair, qui semblait suer sous mon pied. La mer, tout à l'heure, était là, maintenant, je l'apercevais au loin, se sauvant à perte de vue, et je ne distinguais plus la ligne qui séparait le sable de l'océan. Je croyais assister à une féerie gigantesque et surnaturelle. L'Atlantique était devant moi, tout à l'heure, et puis il avait disparu dans la grève, comme font les décors dans les trappes, et je marchais à présent au milieu d'un désert. Seule la sensation, le souffle de l'eau salée, demeurait en moi. Je sentais l'odeur du varech, l'odeur de la vague, la rude et bonne odeur des côtes. Je marchais vite et je n'avais plus froid. Je regardais l'épave échouée, qui grandissait à mesure que j'avançais et ressemblait à présent à une énorme baleine naufragée. Elle semblait sortir du sol et prenait sur cette immense étendue plate et jaune des proportions surprenantes. Je l'atteignis enfin après 1 heure de marche. Elle gisait sur le flanc, crevée, brisée, montrant comme les côtes d'une bête des os rompus, ces os de bois goudronné, percés de clous énormes. Le sable déjà l'avait engloutie, envahie, entré par toutes les fentes, et il la tenait, la possédait, ne la lâcherait plus. Elle paraissait avoir pris racine en lui. L'avant était entré profondément dans cette plage douce et perfide, tandis que l'arrière, relevé, semblait jeter vers le ciel comme un cri d'appel désespéré. Ces 2 mots blancs sur le bordage noir. Marie-Joseph. J'escaladai ce cadavre de navire par le côté, le plus bas. Puis, parvenu sur le pont, je pénétrai dans l'intérieur. Le jour, entré par les trappes défoncées et par les fissures des bancs, éclairait tristement ces sortes de caves longues et sombres, pleines de boiseries démolies. Il n'y avait plus rien de là-dedans que du sable, qui servait de sol à ce souterrain de planches. Je me mis à prendre des notes sur l'état du bâtiment. Je
Je m'étais assis sur un baril vide et brisé, et j'écrivais à la lueur d'une large fente par où je pouvais apercevoir l'étendue illimitée de la grève. Un singulier frisson de froid et de solitude me courait sur la peau, de moment en moment, et je cessais d'écrire parfois pour écouter le bruit de la vague et mystérieux de l'épave. Bruit de crabes grattant sur les bordages par leurs griffes crochues, bruit de 1000 bêtes toutes petites de la mer, installées déjà sur ce mort, et aussi le bruit doux et régulier du taret qui ronge sans cesse avec son grincement de vrille toutes les vieilles charpentes qu'il creuse et dévore. Et soudain, j'entendis les voix humaines tout près de moi, et je fis un bond comme en face d'une apparition. Je crus vraiment pendant une seconde que j'allais voir se lever au fond de la sinistre cale 2 noyés qui nous racontaient leur mort. Certes, il ne fallut pas longtemps pour grimper sur le pont à la force de mes poignets, et j'aperçus debout, à l'avant du navire, un grand monsieur avec 3 jeunes filles, ou plutôt un grand anglais avec 3 misses. Assurément, ils eurent encore plus peur que moi en voyant surgir cet être rapide sur le 3 mâts abandonné. La plus jeune des fillettes se sauva, et 2 autres saisirent leur père à plein bras. Quant à lui, il avait ouvert la bouche, seul signe qui laissa voir son émotion. Puis, après quelques secondes, il parla. « Oh, monsieur, vous êtes le propriétaire de le bâtiment ?»« Oui, monsieur. »« Est-ce que je pouvais la visiter ?»« Oui, monsieur. » Il prononça alors une longue phrase anglaise où je distinguais seulement ce mot, gracious, revenu plusieurs fois. Comme il cherchait un endroit pour grimper, je lui indiquai le meilleur et je lui tendis la main. Il monta, puis nous aidâmes les 3 fillettes, rassurées. Elles étaient charmantes, surtout l'aînée, une blondine, de 18 ans, fraîche comme une fleur, si fine et si mignonne. Vraiment, les jolies anglaises ont l'air de tendres fruits de la mer. On aurait dit que celle-là venait de sortir du sable et que ses cheveux avaient gardé la nuance. Elles font penser avec leur fraîcheur exquise aux couleurs délicates des coquillages roses et aux perles nacrées, rares et mystérieuses, écloses dans les profondeurs inconnues des océans. Elle parlait un peu mieux que son père, et elle nous servit d'interprète. Il lui fallut raconter le naufrage, dans les moindres détails, que j'inventais comme si j'eusse insisté à la catastrophe. Puis toute la famille descendit dans l'intérieur de l'épave. Dès qu'ils eurent pénétré dans cette sombre galerie, à peine éclairée, ils poussèrent des cris d'étonnement et d'admiration. Et soudain, le père et les 3 filles tinrent leurs mains des albums, cachés sans doute dans leurs grands vêtements imperméables. Et ils commencèrent en même temps 4 croquis au crayon de ce lieu triste et bizarre. Ils s'étaient assis, côte à côte, sur une poutre en saillie. Les 4 albums, sur les 8 genoux, se couvraient de petites lignes noires qui devaient représenter le ventre entrouvert du Marie-Joseph. Tout en travaillant, l'aînée des fillettes causait avec moi, qui continuait à inspecter le squelette du navire. J'ai appris qu'ils passaient l'hiver à Biarritz, et qu'ils étaient venus tout près de l'île de Ré pour contempler ce 3 mâts enlisé. Il n'y avait rien de la morgue anglaise, ces gens, c'étaient de simples et de braves toqués, de ces errants éternels dont l'Angleterre couvre le monde. Le père long, sec, la figure rouge encadrée de ses favoris blancs, un vrai sandwich vivant, une tranche de jambon découpée en tête humaine avec entre 2 coussinets de poils, les filles, hautes sur jambes, des petits échassiers en croissance, sèches aussi, sauf l'aînée, et gentillesses toutes les 3, mais surtout la plus grande. Elle avait une si drôle manière de parler, de raconter, de rire, de comprendre et de ne pas comprendre, de lever les yeux pour m'interroger, des yeux bleus comme l'eau profonde, de cesser de dessiner pour deviner et de se remettre au travail et de dire yes ou no, que je serais demeurée un temps indéfini à l'écouter et à la regarder. Tout à coup, elle murmura. J'entendais une petite mouvement sur ces bateaux. Je prêtai l'oreille et je distinguai aussitôt un léger bruit, singulier, continu. Qu'était-ce ? Je me levai pour aller la regarder par la fenêtre, et je poussai un cri violent. La mer nous avait rejoints, et elle allait nous entourer. Nous fûmes aussitôt sur le pont, il était trop tard. L'eau nous cernait, et elle courait vers la côte avec une prodigieuse vitesse. Non, cela ne courait pas, cela glissait, rampait, s'allongeait comme une tache démesurée. À peine que quelques centimètres d'eau
recouvrait déjà le sable. Mais on ne voyait plus déjà la ligne fuyante de l'imperceptible flot. L'Anglais voulut s'élancer, je le retins. La fuite était impossible à cause des mares profondes que nous avons dû contourner en venant et où nous tomberions au retour. Ce fut dans nos cœurs une minute d'horrible angoisse. Puis la petite Anglaise se mit à sourire et murmura « Ce étaient nous les naufragés !» Je voulus rire, mais la peur m'étreignait. Une peur lâche, affreuse, basse et sournoise, comme ce flot. Tous les dangers que nous courions m'apparurent en même temps. J'avais envie de crier « Au secours !» Mais vers qui? Les deux petites Anglaises étaient blotties contre leur père et regardaient d'un œil consterné la mer démesurée devant nous. Et la nuit tombait, aussi rapide que l'océan montant, une nuit lourde, humide et glacée. Je dis « Il n'y a rien à faire qu'à demeurer sur ce bateau. » L'Anglais répondit « Oh yes !» Et nous restâmes là un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais en vérité combien de temps, à regarder autour de nous cette eau jaune qui s'épanouissait, tourbillonnait, semblait bouillonner, semblait jouer sur l'immense grève reconquise. Une des fillettes eut froid. L'idée nous vint de redescendre pour nous mettre à l'abri de la brise légère, mais glacée, qui nous effleurait et qui nous piquait la peau. Je me penchai sur la trappe. Le navire était plein d'eau. Nous dûmes alors nous blottir contre le bordage arrière, ce qui nous garantissait un peu. Les ténèbres, à présent, nous enveloppaient, et nous resterions serrés les uns contre les autres, entourés d'ombre et d'eau. Je sentais trembler contre mon épaule l'épaule de la petite Anglaise, dont les dents claquaient par instants. Mais je sentais aussi la chaleur douce de son corps à travers les étoffes. Et cette chaleur m'était délicieuse comme un baiser. Nous ne parlions plus. Nous demeurions immobiles, muets, accroupis comme des bêtes, dans un fossé, aux heures d'ouragan. Et pourtant, malgré tout, malgré la nuit, malgré le danger terrible et grandissant, je commençais à me sentir heureux d'être là. Heureux du froid et du péril, heureux de ces longues heures d'ombre et d'angoisse à passer sur cette planche, si près de cette si jolie et si mignonne fillette. Je me demandais pourquoi cette étrange sensation de bien-être et de joie me pénétrait. Pourquoi, sait-on? Parce qu'elle était là. Qui? Elle, une petite Anglaise inconnue? Je ne l'aimais pas, je ne la connaissais point. Et je me sentais attendri, conquis. J'aurais voulu la sauver, j'aurais voulu me dévouer pour elle, faire 1000 folies. Étrange chose. Comment se fait-il que la présence d'une femme nous bouleverse ainsi? Est-ce la puissance de sa grâce qui nous enveloppe, la séduction de la joliesse, de la jeunesse qui nous grise comme le ferait le vin? N'est-ce pas plutôt une sorte de toucher de l'amour, du mystérieux amour qui cherche sans cesse à unir les êtres, qui tente sa puissance dès qu'il a mis face à l'homme et la femme, et qui les pénètre d'émotion, d'une émotion confuse, secrète, profonde, comme on mouille la terre pour y faire pousser des fleurs. Mais le silence des ténèbres devenait effrayant. Le silence du ciel, car nous entendions autour de nous, vaguement, un bruissement léger, infini, la rumeur de la mer sourde qui montait, et le monotone clapotement du courant contre le bateau. Tout à coup, j'entendis des sanglots. La plus petite des Anglaises pleurait. Alors son père voulut la consoler, et ils se mirent à parler dans leur langue que je ne comprenais pas. Je devinais qu'il la rassurait et qu'elle avait toujours peur. Je demandai à ma voisine. « N'avez-vous pas trop froid, miss ?»« Oh si, j'avais froid beaucoup. » Je voulus lui donner mon manteau. Elle le refusa, mais je l'avais ôté. Je l'en couvris malgré elle. Dans la courte lutte, je rencontrai sa main, qui me fit passer un frisson charmant dans tout le corps. Depuis quelques minutes, l'air devenait plus vif, le clapotis de l'eau plus fort contre les flancs du navire. Je me dressai. Un grand souffle me passa sur le visage. Le vent s'élevait. L'Anglais s'en aperçut en même temps que moi et dit simplement « C'est mauvais pour nous, cette... » Assurément, c'était mauvais. C'était la mort certaine, si des lames, même des faibles lames, venaient attaquer et secouer l'épave, tellement brisée et disjointe que la première vague un peu rude l'emporterait en bouillie. Alors notre angoisse s'accrut de seconde en seconde avec des rafales de plus en plus fortes. Maintenant, la mer brisait un peu, et je voyais dans les ténèbres des lignes blanches paraître et disparaître, des lignes d'écume, tandis que chaque flot heurtait la carcasse du Marie-Joseph, l'agitait d'un court frémissement qui nous montait jusqu'au cœur. L'Anglaise tremblait, je la sentais frissonner contre moi, et j'avais une envie folle de la saisir dans mes bras. Là-bas, devant nous,
À gauche, à droite, derrière nous. Des phares brillaient sur les côtés. Des phares blancs, jaunes, rouges, tournant pareils à des énormes yeux, à des yeux énormes, à des yeux de géants qui nous guettaient, attendaient avidement que nous eussions disparu. Un d'eux, surtout, méritait. Il s'éteignait toutes les 30 secondes pour se rallumer aussitôt. C'était bien d'un œil, celui-là, avec sa paupière sans cesse baissée sur son regard de feu. De temps en temps, l'Anglais frottait une de ses allumettes pour regarder l'heure, puis il remettait sa montre dans sa poche. Tout à coup, il me dit, par-dessus les têtes de ses filles, avec une souveraine gravité, « Monsieur, je vous souhaite un bonne année. » Il était minuit. Je lui tendis ma main, qu'il serra. Puis il prononça une phrase d'anglais, et soudain ses filles se mirent à chanter le God Save the Queen, qui montait dans l'air noir, dans l'air muet, et s'évapora à travers l'espace. J'eus d'abord envie de rire, puis je fus saisie par une émotion puissante et bizarre. C'était quelque chose de sinistre et de superbe, ce chant de naufragés, de condamnés, quelque chose comme une prière, quelque chose de plus grand, de comparable à l'antique et sublime Ave César Moriti Turi Thessalonte. Quand ils eurent fini, je demandai à ma voisine de chanter toute seule une ballade, une légende, celle qu'elle voudrait, pour nous faire oublier nos angoisses. Elle y consentit et aussitôt sa voix claire et jeune s'envola dans la nuit. Elle chanta une chose triste sans doute, car les notes traînaient longtemps, et sortaient lentement de sa bouche et voletaient, comme des oiseaux blessés au-dessus des vagues. La mer grossissait, battait maintenant notre épave. Moi, je ne pensais plus qu'à cette voix. Et je pensais aussi aux sirènes. Si une barque était passée près de nous, qu'auraient dit les matelots ? Notre esprit tourmenté s'égarait dans le rêve. Une sirène. N'était-ce pas en effet une sirène, cette fille de la mer qui m'avait retenue sur ce navire vermoulu et qui, tout à l'heure, allait s'enfoncer avec moi dans les flots ? Mais nous roulâmes brusquement tous les 5 sur le pont, car le Marie-Joseph s'était affaissé sous son flanc droit. L'Anglaise était tombée sur moi, je l'avais saisie dans mes bras, et follement, sans savoir, sans comprendre, croyant venue ma dernière seconde, je baisais à pleine bouche sa joue, sa tempe et ses cheveux. Le bateau ne remuait plus, et nous autres aussi ne bougions plus. Le père dit « Kate », celle que je tenais répondit « Yes », et fit un mouvement pour se dégager. Certes, à cet instant, j'aurais voulu que le bateau s'ouvrît en deux pour tomber à l'eau avec elle. L'Anglais reprit. Une petite basse-courbe, ce n'était rien. J'avais mes 3 filles en conserve. Ne voyant pas l'aîné, il avait cru perdu d'abord. Je me relevai lentement et soudain j'aperçus une lumière sur la mer, tout près de nous. Je criai, on répondit. C'était une barque qui nous cherchait. Le patron de l'hôtel ayant prévenu notre imprudence. Nous étions sauvés. J'en fus désolé. On nous recueillit sur notre radeau et nous ramena à Saint-Martin. L'Anglais maintenant se frotta les mains et murmurait. Bonne soupée, bonne soupée. On soupa, en effet. Je ne fus pas gai. Je regrettais le Marie-Joseph. Il fallut se séparer, le lendemain, après beaucoup d'étreintes et de promesses de s'écrire. Ils repartirent vers Biarritz. Peu s'en fallut que je ne les suivisse. J'étais toqué. Je faillis demander cette fillette en mariage. Certes, si nous n'avions pas passé 8 jours ensemble, je l'épousais. Combien d'hommes, parfois, est faible et incompréhensible. 2 ans s'écoulèrent, sans que j'entendisse parler d'eux. Puis je reçus une lettre de New York. Elle était mariée et me le disait. Et depuis lors, nous écrivons tous les ans au 1er janvier. Elle me raconte sa vie, me parle de ses enfants, de ses sœurs. Jamais de son mari. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Et maintenant, moi, je ne lui parle que du Marie-Joseph. C'est peut-être la seule femme que j'ai jamais aimée. Non, que j'aurais aimée. Ah, voilà, sait-on. Les événements vous emportent et puis tout passe. Elle doit être vieille à présent, je ne la reconnaîtrai pas. Ah, celle d'autrefois, celle de l'épave, quelle créature divine. Elle m'écrit que ses cheveux sont tout blancs. Mon Dieu, cela m'a fait une peine horrible. Ah, ses cheveux blonds. Non, la mienne n'existe plus. Que c'est triste, tout ça.